Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Si jeudi aidant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Eliana Alonso. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin gériatre, mais aussi médecin directeur des centres de prévention Agirc-Arrco d'Île-de-France. Vous allez aujourd'hui nous parler de la santé des aidants. Alors c'est un sujet important, comme en témoignent les chiffres. 27% des aidants reconnaissent que leur rôle d'aidant a un impact négatif sur leur propre santé. 48% des aidants déclarent avoir une maladie chronique. 29% des aidants se sentent anxieux ou stressés. Et puis, un aidant sur 5 aurait déclaré différer un soin ou une hospitalisation, voire même renoncer à se soigner par manque de temps à cause de leur rôle d'aidant. Pour commencer, docteur Alonso, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la santé ? Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation. J'aime bien, on m'a invité pour parler de la santé des aidants, donc j'aime bien commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par santé. Et en prenant, il y a une définition de l'OMS de 2016 qui va au-delà de l'absence de maladie. On ne définit plus la santé comme l'absence de maladie et il définit la santé comme l'ensemble des ressources physiques, mais aussi psychologiques, sociales, environnementales, qui permettent à l'individu de satisfaire ses besoins et d'accomplir ses aspirations. Donc il y a cette notion de bien-être également dans la santé et être bien également sur le plan social, sur le plan psychologique. Donc c'est une définition très holistique que j'aime bien en général et qui s'applique très bien dans ces situations, des personnes qui sont en situation d'aidant. Donc effectivement, il y a une sorte de globalité de la personne. Ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, mais il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors pour près de 3 aidants sur 4, leur situation d'aidant a des effets plutôt positifs sur la relation avec leurs proches, mais on entend aussi beaucoup d'aidants parler de sentiments de fardeau ou de charge. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, comme vous venez de le dire, on n'a pas deux situations pareilles, donc c'est pour ça que je n'aime pas généraliser. Et dans cette situation, on peut trouver également un lot de richesse, un changement dans la relation, parfois être très enrichissante, mais on peut trouver également des difficultés, et ça, il ne faut pas se le cacher. Les difficultés, on peut les trouver quand cette relation interfère sur vos activités de loisirs, quand cette relation d'aidants interfère sur vos relations avec vos amis, sur vos relations avec les autres membres de la famille, quand elle interfère dans votre travail. Donc c'est là où la relation d'aide peut devenir une charge. Et puis ça peut évoluer en plus avec le temps, parce qu'il peut y avoir un sentiment de charge et puis après les choses s'améliorent. Voilà, donc rien n'est linéaire, effectivement rien n'est figé et puis c'est très personnel aussi. Alors quels seraient les points de vigilance à avoir sur les difficultés qui peuvent apparaître ? Il y a des points de vigilance, mais avant de vous parler des points de vigilance, il y a certaines situations, certains facteurs de risque d'épuisement. Donc on peut même voir, avant les points de vigilance, il y a des situations qui font que vous êtes plus à risque de vous épuiser. Par exemple, pour être un petit peu plus clair, c'est la disponibilité supposée. Je vais parler au féminin parce que les aidants sont plutôt des femmes, mais pas que. Mais la disponibilité supposée, c'est la fille qui habite juste à côté du parent qui est en perte d'autonomie au cas des troubles cognitifs. Ou c'est la fille aînée, ou c'est celle qui est au chômage, ou déjà à la retraite, ou c'est qu'elle n'a pas d'enfants, ou elle a des grands-enfants. Il y a une disponibilité supposée, donc tout naturellement, c'est elle qui vient en aide. Donc ça peut être un facteur de risque d'épuisement. L'âge de la personne qui aide, donc si elle-même est âgée, par exemple le conjoint pour les personnes âgées en perte d'autonomie, si elle-même est malade, aussi pour les aidants qui viennent en aide à différentes personnes. On a cette génération sandwich où les aidants qui viennent en aide aux parents malades, mais qui eux-mêmes ils ont des enfants avec des problématiques ou un conjoint avec une problématique. Quand il y a des comportements troublants du proche aidé, ça peut également être un facteur de risque d'épuisement, quand il y a une inversion des rôles. L'inversion des rôles dans ce couple aidant-aidé, les enfants qui deviennent un petit peu parents de leurs parents, alors que c'est une relation qu'on essaye d'éviter, mais parfois ils ont ces sentiments-là et ça peut être un facteur de risque d'épuisement. Donc déjà, avant
le premier symptôme d'alerte apparaisse, on peut se dire qu'il y a des facteurs de risque. Donc il faut être particulièrement vigilant pour les gens qui sont dans cette situation. Et également quand il y a des difficultés financières, quand il y a des conflits familiaux, on sait qu'ils peuvent s'épuiser plus facilement. Hein. Ce n'est pas mathématique, mais on sait qu'ils peuvent s'épuiser plus facilement. Et les premiers signes d'alerte, comme vous m'avez demandé, c'est cette personne présente des signes d'anxiété. Il devient irritable, il y a de la tristesse. Il y a le repli social, donc il fait de moins en moins de choses, il ne va plus à ses activités de loisirs, à ses invitations qui peuvent faire les collègues du travail ou ses amis, un repli sur soi, mais aussi une agressivité, beaucoup des plaintes du sommeil, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Tout ça, ce sont des signes, déjà ce qu'on appelle les drapeaux rouges hein, en médecine, qui nous parle déjà d'une personne qui est en train de s'épuiser. Donc ça, il faut surtout venir en aide à cette personne parce que parfois c'est difficile de reconnaître soi-même ses propres signes d'épuisement. C'est toute la difficulté. Et du coup, justement, quels conseils pourriez-vous donner aux aidants? Donc pour les aidants, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Les conseils principaux, c'est de prendre soin de vous. Et ça, parfois, on se délègue beaucoup. Prendre soin de vous, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Peut-être tout à l'heure, on aura le temps de donner quelques conseils de hygiène de vie. Mais prendre soin de vous, de ne pas laisser de côté vos propres soins. Vous venez de le dire, il y a presque un aidant sur deux qui déclare avoir une maladie chronique. Il y en a pour beaucoup qui n'ont pas de suivi. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de suivi par rapport à leurs proches, donc ils veulent un petit peu s'épargner ces temps médical, et parce qu'il n'y a pas le temps pour faire les consultations pour son proche et les siennes. Donc on voit beaucoup de retards dans des diagnostics, beaucoup des prises en charge des maladies qui ne sont pas équilibrées, alors que ce sont des maladies qui pourraient être bien suivies. Mais il y a ces freins à l'accès aux soins, donc surtout de vous faire soigner. Donc ça, c'est le premier conseil, de prendre soin de vous avec une bonne hygiène de vie et en ayant accès aux soins. Le deuxième conseil, c'est d'en parler. Mais à qui? C'est ça toute la problématique. En parler, commencez par votre médecin traitant. Vous devez parler de votre situation d'aidant, de vos ressentis. Parler aux personnes qui viennent en aide à votre proche, parce que sûrement quand on a un proche malade, il y a des aides, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes, il y a beaucoup de personnes autour en général, donc de pouvoir en parler aussi, parce qu'ils peuvent vous conseiller et vous comprendre, et d'en parler également à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Le fait de savoir que vous n'êtes pas seul, ça peut vous aider de parler, par exemple, du Café des aidants, il y a beaucoup de choses qui sont en place pour pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont en situation d'aidant et pouvoir justement en parler et voir qu'on n'est plus tout seul. Et un autre conseil aussi pour ceux qui sont encore en activité, c'est d'en parler à votre employeur. Il y a de plus en plus, moi je suis agréablement surprise du nombre d'entreprises qui nous demandent d'intervenir au sein de l'entreprise pour parler aux salariés en situation d'aidant. Ils commencent à être sensibilisés à ces sujets. Ils ont bien compris que la qualité de vie au travail est importante. Donc de ne pas hésiter justement à en parler à votre employeur. Donc effectivement, pour résumer tout ça, parler, soit des professionnels, soit d'autres aidants, parce que les échanges entre pairs, PIARS, sont effectivement extrêmement enrichissants, ne serait-ce que pour le partage d'expériences et pour le fait de se sentir moins seul. Et vous disiez qu'il y avait des relais possibles. Est-ce qu'il y a quels seraient les relais dans les grandes lignes, les relais possibles pour les aidants? Il y a des relais possibles dans les grandes lignes parce que c'est le conseil également à vous donner, c'est de prendre du recul, de prendre du répit. Donc il y a les moyens justement de prendre de répit. Il faut en premier lieu savoir, justement, faire un point sur votre situation parce que toutes les situations ne sont pas
pareil. Ça dépend de la pathologie de votre proche, du stade de cette pathologie. Si vous avez d'autres personnes ressources, de votre vécu, de votre histoire, de votre situation, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il existe tout un panel d'aide. Donc il suffit de pouvoir demander, pouvoir cibler, déjà de vous reconnaître en tant qu'aidant et pouvoir demander de l'aide. L'aide, ça va de l'information. Donc il y a des sites, hein, on va les nommer par la suite. Il y a pour bien vieillir. Le site pour les personnes âgées.gouv.fr qui effectivement, outre donner des informations, a un espace annuaire pour retrouver des structures de relais de soutien proches de chez soi. Tout à fait. Il y a un autre site comme Ma Boussole Aidante, mais il y a des lieux également physiques, hein, pas que de sites internet, où on peut vous informer. Oui. Donc déjà, c'est un premier pas de vous informer sur tout ce qui existe. Et après, il y a des systèmes de relais d'aide à domicile. Donc si vous avez besoin de répit à domicile, il y a aussi des solutions en dehors du domicile, de répit à l'extérieur. Il y a des solutions pour la nuit. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Oui, c'est important que vous sachiez que ça existe. Donc, il y a des solutions de relais pour la nuit. Il y a des solutions aussi de répit pour les vacances. Donc, si vous voulez partir en vacances tout seul, et donc votre proche peut rester. Donc, il y a tout un système qui est né au Québec, c'était le baluchonnage. Et également, il y a des solutions de vacances ensemble, mais avec tout le cortège d'aide dont votre proche a besoin. Il y a également des endroits où vous pouvez rencontrer d'autres aidants, comme les cafés des aidants, mais ça prend d'autres noms également, mais des endroits où vous trouvez des proches si le besoin est de partager. Donc à chaque étape et pour chaque personne, il y a beaucoup de solutions possibles. Sachez qu'il y a des solutions possibles, mais il faut pouvoir se reconnaître aidant et pouvoir demander de l'aide. Exactement, et c'est vrai que beaucoup d'aidants peuvent nous dire que ce ne sont pas eux qui sont malades, mais leurs proches, et donc quelque part renoncer à être accompagnés parce qu'ils préfèrent privilégier leurs proches. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Si on devait balayer un peu les différents champs de la santé, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelques points d'attention, et notamment quelques points de vigilance ou quelques conseils concernant l'activité physique ? Oui, justement, cette approche de la situation des dents par la santé, c'est un bon moyen justement de pouvoir bien cerner la situation de cette personne et ses besoins, de les voir ensemble. Hein. On ne décide pas pour vous, mais de voir ensemble vos besoins par rapport à la santé dans ce sens très holistique. Et là, en principe, hein, c'est tous les conseils d'hygiène de vie, hein, qu'après on peut personnaliser, mais qui apportent beaucoup de bienfaits. Hein, à commencer, donc il y a 5 piliers dans ces conseils, mais le principal c'est l'activité physique. C'est celui, on va dire, qui apporte le plus, les plus d'effets positifs. Il apporte des effets positifs au niveau cardiovasculaire. C'est un moment aussi que vous prenez pour vous. Ça apporte des bénéfices au niveau psychologique, hein, une libération d'endorphines, il y a une libération d'états d'hormones qui vous procurent du bien-être. Ça aide à diminuer le stress, ça vous aide à mieux dormir, ça aide à juguler certaines maladies. Hein. C'est la lutte contre la sédentarité, mais aussi prévention de certaines maladies, l'obésité, diabète, des tas de facteurs de risque. Donc l'activité physique, et l'activité physique n'est pas que le sport, hein. C'est pas aller être inscrit dans une salle de sport et faire 1 heure de sport par jour. L'activité physique, c'est bouger. Donc une simple marche suffit. Une simple marche, selon l'OMS, c'est le plus, c'est mieux. Donc évidemment, si vous partez des 0, 10 minutes de marche, c'est déjà très bien. Et sinon, d'essayer de marcher plus, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou des choses comme ça. Tout à fait, déjà pour commencer. Et après, évidemment, si on peut aller plus loin, vous savez, l'être humain, on a les mêmes gènes que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Ça n'a pas changé. Donc on a besoin dans la journée de pouvoir marcher, courir par moments, bouger. C'est en permanence. On n'est pas fait pour être devant un ordinateur, même si c'est ce que beaucoup d'entre nous font dès nos journées. Donc, en dehors de l'activité physique, c'est de lutter contre la sédentarité. Donc, ne passez pas plus de 2 heures d'affilée
assis. Donc vous êtes 2 heures, donc vous prenez 10 minutes pour faire un petit tour et revenir. Donc l'activité physique est très bénéfique, donc c'est le premier conseil. Le deuxième conseil en termes d'hygiène de vie, c'est au niveau de l'alimentation. On parle d'alimentation équilibrée, mais encore alimentation équilibrée, ça ne veut plus dire grand-chose, hein, parce qu'il y a des régimes à la mode, il y a des tas de préceptes de ne plus manger ceci ou cela, mais une alimentation équilibrée est recommandée justement pour lutter contre beaucoup de maladies cardiovasculaires, contre beaucoup de maladies chroniques et également contre les problèmes de mémoire. On sait maintenant que dans la prévention même de la maladie d'Alzheimer apparentée, activité physique, une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, l'huile d'olive, hein, on parle de ce régime méditerranéen, l'alimentation équilibrée s'en fait partie. Parmi les autres conseils à donner, c'est tout ce qui est gestion du stress et le sommeil, qui est très important et souvent perturbé, évidemment chez les personnes qui sont en situation d'aidant. Donc, tout ce qui puisse nous aider à gérer le stress, avoir une bonne hygiène de sommeil. Une bonne hygiène de sommeil, c'est évidemment tout ce qu'on connaît déjà au moment du coucher, tous les rituels, le fait d'avoir une bonne literie, de se coucher, d'être dans le noir et dans les silences. Donc ça, c'est plus les rituels au niveau du coucher. Mais il y a également dans la journée, quand on a une activité physique, quand on voit la lumière, quand on fait des activités plaisantes, également tout ça, ça contribue à mieux dormir. Et après, pour gérer le stress aussi, on peut se faire accompagner. On peut avoir des activités, déjà ça peut nous aider, hein, toutes les activités, le loisir, le temps qu'on prend pour soi, ça aide dans la gestion du stress. Mais après, on peut aller à des techniques qu'on peut faire tout seul ou se faire accompagner. Hein. Il y a de l'hypnose, de la psychothérapie, des thérapies cognitivo-comportementales. Il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup d'options pour vous aider à gérer le stress, que je vous rappelle est délétère pour la santé. Les deux derniers conseils dans l'hygiène de vie, c'est le lien social. Le lien social, je n'ai plus besoin depuis 2020 de dire l'importance du lien social parce qu'on a tous subi, ça a été délétère de ne plus avoir le lien social. Le lien social est essentiel, l'être humain est un être social, donc on a besoin d'être en contact avec les autres, donc faire du lien social, ça fait aussi du bien au moral, mais ça fait travailler aussi votre mémoire, puisque on revient souvent sur cette thématique. Et dans les derniers conseils, c'est également pour rester en bonne santé, c'est de faire travailler votre mémoire, de rester curieux, d'apprendre des nouvelles choses. Comme vous voyez, tout a un rapport. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué, puisque évidemment, quand je vous dis le lien social, le fait de faire travailler votre mémoire, évidemment, ça fait du bien au moral, en dehors de faire du bien au physique. Donc tout est imbriqué, comme quoi on est un être global, un être très global. C'est pour ça que la santé, j'aime bien quand on l'aborde d'une façon très globale également, oui. Alors j'ai eu l'occasion de le dire en introduction, vous êtes aussi médecin directeur des centres de prévention à Agirc-Arrco. Je vous propose maintenant peut-être de nous présenter ce que c'est que ces centres de prévention. Oui, merci beaucoup, merci de me donner cette occasion de parler prévention. Donc les centres de prévention à Agirc-Arrco, on est sur 18 villes au niveau de France, hein, avec plus de 200 sites. Donc à chaque fois, on a des antennes tout autour de principales villes de France. Et on propose des bilans de prévention. Qu'est-ce que c'est ces bilans de prévention et un parcours par la suite? Mais je vais commencer par les bilans puisque c'est la porte d'entrée pour ces parcours de prévention. Ce sont des bilans où vous restez 1 heure avec un médecin spécialiste en prévention et 1 heure avec un psychologue. C'est 2 heures, au bout de ces 2 heures de bilan, que vous faites une à la suite de l'autre, un individuel, on vous donne des conseils personnalisés. Tout ce que j'ai pu vous dire de l'activité physique, etc. Évidemment, ça va être personnalisé. On va faire un point sur toutes vos maladies, sur les vaccinations, sur les dépistages. On va faire le point sur les facteurs de risque cardiovasculaire. On va vous examiner. Ça, je vous parle plutôt de la partie médicale. Et la partie
psychologique qui est très riche, parce que pour la plupart des personnes qui viennent nous voir, c'est la première fois qu'ils rencontrent un psychologue. Et pour les personnes qui sont en situation d'aidant, c'est un moment très important où vous pouvez parler justement de votre situation, mais parler aussi de vous, parce que les personnes qui sont en situation d'aidant ne sont pas que des aidants. Et ils ont des personnes aussi avec d'autres problématiques, d'autres souhaits, d'autres besoins. Donc on peut parler de tout cela et on peut vous conseiller justement, on peut vous donner des informations un petit peu plus précises selon votre situation, la situation de votre proche pour vous faire aider. Donc, ces bilans sont pris en charge par les fonds sociaux de l'Agirc-Arrco. Donc, les personnes qui viennent nous voir n'ont rien à payer. Et est-ce que c'est réservé aux allocataires de l'Agirc-Arrco? C'est principalement, mais 95% de la population française a cotisé à un moment donné pour l'Agirc-Arrco, les personnes qui viennent nous voir et leurs conjoints. Donc, et de toute façon, on ne ferme pas les portes. Et il y a une condition d'âge seulement dont sont exemptées les personnes en situation d'aidant. Donc normalement, c'est à partir de 50 ans qu'on propose ce type de bilan, mais les personnes qui sont en situation d'aidant, l'Agirc-Arrco a été sensible justement au fait que ce sont des personnes vulnérables, ça vous met en situation de vulnérabilité. Donc pour les personnes qui sont en situation d'aidant, il n'y a pas de critères d'âge. Donc vous pouvez venir nous voir. Et après ces 2 heures, on vous donne des conseils, mais on vous donne aussi, on essaye de vous donner, si besoin, les moyens de les mettre en place. Donc ces conseils, ils peuvent être suivis des entretiens, donc ce qu'on appelle des accompagnements, soit par nos médecins, soit par nos psychologues. Ils peuvent être suivis des bilans spécifiques, c'est-à-dire c'est la problématique principale rencontrée au niveau, s'il faut approfondir sur la nutrition. On a des diététiciennes qui travaillent avec nous, qui vous font un bilan individuel. Évidemment, ça se passe dans un deuxième temps. Si vous êtes très inquiet par rapport à la mémoire, et ça revient souvent avec l'âge, mais aussi les personnes qui sont en situation d'aidant, on peut approfondir les tests pour vous rassurer ou vous orienter si besoin. Et on a un autre bilan spécifique sur le sommeil, qui est une plainte très récurrente également chez les personnes en situation d'aidant. Et en dehors de ces suivis individuels, on peut vous proposer des suivis collectifs. Donc on a des ateliers sur toutes ces thématiques, plus des thématiques comme les aidants. On a un atelier pour les aidants. On aborde toutes les thématiques qui peuvent intéresser, et c'est aussi un moment où vous rencontrez d'autres personnes dans cette situation. Et on a des ateliers activité physique, des ateliers nutrition, ateliers sommeil, des ateliers sur tous ces types de thématiques de prévention. Et on fait également des conférences, donc vous serez invité à participer à ces conférences. Et puis, pour ces personnes pour lesquelles on a proposé un parcours, parce que tout le monde ne souhaite pas forcément faire le parcours, ils se contentent du bilan et c'est déjà très bien. Mais pour toutes ces personnes qui suivent un parcours, on vous propose de vous revoir un an après pour faire un point de ce qui a pu être fait et si la situation a changé, si les orientations n'étaient pas pertinentes, donc pour pouvoir vous réorienter. Donc on refait un point avec vous un an après. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a beaucoup de moyens. Il ne faut pas attendre une invitation parce que les caisses de retraite envoient des invitations, mais il ne faut pas attendre l'invitation. Vous pouvez vous inscrire directement sur centredeprévention.com. Sinon, nous appeler, vous inscrire via Doctolib. C'est selon vos habitudes et vos moyens, vous pouvez vous inscrire. Vous mettez votre code postal et il vous dira le site le plus proche de votre domicile où on fait passer ce type de bilan. Bon, eh bien, merci beaucoup, Dr Alonso, pour cette présentation très complète. Merci à vous. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine émission.